Salut ma bande de photographes. Aujourd'hui, on va essayer de casser 5 mythes qui ont la dent dure en photo de paysage. Alors, on attaque avec le premier mythe. En photo de paysage, il faut un trépied. Il faut que vous vous trimballiez ce gros trépied de 2-3 kg sur le dos, plus c'est lourd, plus c'est stable. Et vous pouvez pas emmener un trépied léger parce que sinon vous n'allez pas avoir des belles photos parce que ce sera pas stable. Et il faut absolument que vous ayez du coup un trépied qui pèse aussi lourd que le reste de votre matériel photo. Et vous cassez le dos quand vous partez en rando. Eh ben non, je suis désolé, c'est un mythe. Vous pouvez tout à fait faire des très belles photos de paysage sans trépied, et je vous avouerai que personnellement, 90 ou 95% de mes photos de paysage sont faites sans trépied, et j'utilise le trépied que dans des conditions très particulières. Alors non, en général, il ne faut pas de trépied, pour plusieurs raisons. L'essentiel des photos de paysage, vous allez les faire au grand angle, voire au très grand angle, ce qui veut dire que vous pouvez utiliser un temps de pause relativement long. Si vous faites des photos à 10 mm ou à 15 mm, vous allez pouvoir faire des temps de pause un vingtième, un trentième de seconde, et votre photo sera quand même correctement exposée, et surtout nette. Et donc du coup, vous pouvez très facilement même passer à 100 ISO, 200 ISO, dans ces conditions-là, et faire des photos à main levée, sans trop de soucis. Il y a quelques rares exceptions, donc on va essayer de les regarder maintenant, mais la plupart du temps, vous n'avez pas besoin de trépied. Petit exemple de photo que j'ai pris du coup sans trépied. Celle-ci a été faite avec un diaphragme très fermé pour avoir une grande profondeur de champ et aussi pour avoir cet effet étoilé sur le soleil. Et elle a été faite à 1/15 de seconde. Voilà, c'est du 11 mm à 1/15 de seconde. Et vous voyez qu'elle est parfaitement nette et qu'il n'y a absolument aucun souci. C'est même un HDR, donc il y a même des poses qui étaient un petit peu plus longues que ça, je crois, à main levée. On a aussi des objectifs qui commencent à être stabilisés même chez les grands angles, donc on peut faire des poses encore plus longues et que ce soit encore net. Donc vous voyez qu'on peut tout à fait faire des photos de paysage sans trépied. Maintenant, il y a quand même des cas particuliers, évidemment. Souvent en photo de paysage, enfin parfois en tout cas, on peut avoir envie de faire des poses longues. Là, évidemment, il faut un trépied. Sur cette photo-là, par exemple, j'ai utilisé une pose d'environ 1 seconde et demie. Évidemment, pendant 1 seconde et demie, vous ne pouvez pas tenir votre appareil photo stable, même avec les meilleurs stabilisateurs du monde. Donc là, un trépied, c'est indispensable. Vous avez aussi, et c'est pour ça aussi que très souvent cette règle revient, c'est que beaucoup de personnes qui vont vous dire qu'il faut absolument un trépied pour faire la photo de paysage sont des gens qui ont un appareil avec un capteur plein format. Je vais essayer de ne pas être trop technique ici, mais globalement, avec un capteur plein format, vous devez savoir peut-être que vous allez avoir une profondeur de champ plus faible. C'est pour ça que ça vous fait des plus jolis portraits en général. Mais donc du coup, à une ouverture donnée, vous allez avoir une profondeur de champ plus petite, donc plus de flou dans votre photo. Si du coup vous vous mettez par exemple à 15 mm ou 20 mm avec un plein format, votre zone de netteté va être réduite si vous êtes ouvert à f8 par exemple. Alors que sur un APS-C à f8, vous allez avoir une zone de netteté quasiment sur toute la photo. Sur votre plein format, ça va être un peu juste, il faudra fermer à f13, f14, f16. Pas trop de soucis parce que vous allez avoir moins de diffraction sur des pleins formats à ces fermetures, mais par contre, comme vous allez fermer votre diaphragme, vous allez devoir avoir besoin de temps de pause plus long. Donc pour faire la photo avec la même profondeur de champ sur un plus gros capteur, vous allez avoir des temps de pause plus longs, et donc très souvent, en plein format, c'est plus important d'avoir un trépied. Si vous passez sur des formats de capteurs encore plus gros, c'est encore plus important d'avoir des trépieds. Mais la plupart d'entre nous qui sommes sur APS-C, en fait, la plupart du temps, cette règle ne s'applique pas et on n'en a absolument pas besoin. Et la dernière raison, c'est si vous faites des photos en haute résolution, très haute résolution, si vous utilisez ces nouveaux appareils photo qui ont des capteurs de 40 mégapixels, 50 mégapixels, les micro-variations, c'est-à-dire même si vous avez un temps de pause qui normalement est suffisamment court, si vous avez une exposition suffisamment rapide pour qu'il n'y ait pas de flou de mouvement, même malgré ça, vous pouvez avoir des petits tremblements. Ça peut être le miroir qui fait un micro-tremblement, ça peut être votre micro-tremblement au moment où vous prenez la photo, etc. Et donc là, il est recommandé plutôt d'utiliser les trépieds si vous voulez vraiment chipoter au pixel près. Personnellement, sur un capteur de 20 mégapixels, j'ai jamais vu de différence avec et sans trépied de netteté, très honnêtement. Mais paraît-il que sur les capteurs à 40-50 mégapixels, on les voit, et donc si votre envie c'est ensuite d'imprimer des immenses photos de 3 mètres sur 4, à ce moment-là, peut-être que ça peut être important d'avoir un trépied, même quand vous faites des photos à un cinquantième ou un centième de seconde pour vos photos de paysage. Évidemment, les photos de nuit, mais ça, c'était peut-être pas la peine de le préciser, on est sur le contexte d'une pose longue. Deuxième mythe qui a un petit peu la dent dure, en photo de paysage, on fait tout au grand angle. Toutes les photos de paysage doivent être faites au grand angle. Alors c'est un petit peu provocateur, évidemment, c'est pas le cas, c'est pas toujours au grand angle, mais
Globalement, la réponse est quand même oui. Si vous voulez pas rater une photo de paysage, le grand angle, c'est peut-être quand même le premier objectif à visser sur votre appareil photo. Et vous avez de bonnes chances d'avoir une photo à peu près correcte, d'autant plus si vous avez des paysages qui sont vastes en largeur et en hauteur, qui s'étalent un petit peu dans toutes les dimensions. Mais vous pouvez tout à fait faire des photos de paysage sans grand angle, si vous n'avez pas, si vous n'avez pas d'objectif ultra grand angle par exemple, ou si vous faites une sortie photo avec un 50 mm ou juste avec un téléobjectif, vous pouvez tout à fait faire des photos de paysage aussi. Et l'avantage d'utiliser un téléobjectif pour faire des photos de paysage, c'est que vous allez pouvoir du coup, alors juste pour vous donner un petit peu une idée de ce que fait un grand angle, hein, vous voyez sur cette scène-là, on arrive en fait à embrasser tout le paysage avec une seule photo. Et donc on voit les différents éléments du paysage et on a l'impression d'être plongé dans la scène et d'avoir accès à toutes ces informations en même temps. Par contre, vous voyez que sur cette photo, si jamais on veut zoomer un petit peu sur la zone du milieu, il y a probablement des compositions très intéressantes sur la zone qui est en bas ici. Et donc ça peut valoir le coup, une fois qu'on voit ça sur l'arrière de sa caméra, de monter un téléobjectif. Et la première raison, c'est que ça va simplifier votre scène. Vous allez avoir moins d'éléments dedans. Et donc sur une photo de ce type-là, par exemple, vous allez vous focaliser sur un élément très particulier de la scène. Ça n'empêche pas que votre photo reste une photo de paysage, parce que c'est des éléments de nature. Mais du coup, on ne va pas être perturbé par des milliers d'éléments dans la photo. La deuxième raison de faire des photos de paysage au téléobjectif, c'est que vous allez pouvoir vous focaliser sur un détail et le faire ressortir bien plus que tout le reste. Sur cette photo-là, par exemple, c'est une petite île qui s'appelle le vaisseau fantôme, qui ressort particulièrement bien, notamment parce que c'est le seul élément facilement identifiable sur la photo. Sur le reste, on a des éléments qui déjà se fondent bien dans le décor et qui sont assez neutres finalement. Alors que si j'avais fait la photo au grand angle, déjà cet élément aurait été tout petit dans la photo, et en plus de ça, il y aurait d'autres éléments qui auraient attiré l'œil, et donc on se serait moins focalisé dessus. Et la dernière raison, c'est quand vous avez des motifs, des paysages avec des motifs qui se répètent, une grande forêt, des tribunes où tout le monde a ouvert son parapluie, enfin ce genre de choses-là. C'est une bonne raison aussi de sortir le téléobjectif parce que vous allez compresser la perspective et donner l'impression que ça s'étend à l'infini, et qu'il y en a partout, et qu'il y en a des centaines, et qu'il y en a beaucoup. En fait, c'est une impression de nombre qu'on va avoir. Et pour certaines photos de paysage, ça peut marcher très bien. Allez, troisième mythe qu'on va essayer de casser aujourd'hui. On fait de la photo de paysage, comme c'est de la photo de paysage et qu'on a un format horizontal dans notre appareil photo qui s'appelle le format paysage, c'est quand même logique de l'utiliser pour faire des photos de paysage. Alors, ma réponse, c'est oui. Encore une fois, si vous voulez assurer le coup, une photo à l'horizontale, c'est ce qui va marcher 90% du temps. Mais il y a quelques cas où faire des compositions verticales pour du paysage, ça peut être un peu un challenge, mais ça peut être payant dans certaines situations. Si vous avez des éléments très verticaux dans votre scène, si vous voulez photographier, si votre sujet principal, ça va être des arbres, par exemple, et des grands arbres, ou si vous voulez tout simplement donner... excusez-moi, j'ai encore zappé. Voilà, c'est un exemple de photo parfaitement horizontale, où le paysage se développe à l'horizontale, donc on comprend bien l'intérêt d'utiliser le format paysage pour ce type de photo. Et donc, on reprend sur les éléments verticaux. Si vous voulez donner l'impression, comme sur cette photo-là par exemple, que vous regardez vers le ciel, il faut que la personne regarde vers le ciel, on a souvent tendance à faire ce mouvement avec la tête, et donc dans notre esprit, dans notre cerveau, on va imprimer l'image de ce qu'on voit devant nous, et vers le haut, et vers le haut, et vers le haut. Et donc on va avoir un panorama vertical qui va se dessiner dans notre cerveau en fait. Et donc du coup c'est plus logique de mettre cette photo-là dans ce sens-là. Alors que si on est devant un énorme paysage très vaste, nos yeux vont faire comme ça, et on va dessiner dans notre cerveau un panorama horizontal. C'est donc plus logique d'avoir une scène horizontale. Il y a aussi la question des lignes qui vont diriger le regard. Vous avez souvent des lignes qui sont plus horizontales, et donc cette fois-ci, évidemment, vous allez faire des formats horizontaux. Mais si vous avez une ligne qui part du centre et qui va très loin dans le paysage, ça peut être intéressant de partir sur un format vertical. Sur celui-là, on a le chemin de randonnée avec les deux randonneurs en bas, qui est tout à fait au centre de l'image et qui monte vers le haut. On est vraiment sur une ligne très verticale. Donc du coup, le format vertical paraît plus intéressant parce que ça va plus traverser la photo dans ce sens que dans l'autre sens en fait. C'est toujours une question de direction du regard dans la photo. Et puis, il y a aussi la superposition de plusieurs plans. Par exemple, sur cette photo-là, l'idée c'est qu'on va apporter beaucoup plus d'attention sur un format vertical
au premier plan, au deuxième plan, à l'arrière-plan, parce que notre regard dans la photo va être justement, va faire une lecture verticale et donc va suivre tous les plans les uns après les autres. Quand on est sur un format horizontal, on a deux sens de lecture à la photo quelque part, alors que là on n'a qu'un seul, ça simplifie un petit peu aussi la lecture. Le mythe numéro 3, on a tout son temps quand on fait des photos de paysage. Ça, j'ai entendu un paquet de fois, des gens qui disent, bon, de toute façon, quand on fait la photo de paysage, on peut prendre son temps, on peut se poser, visser ses filtres, etc. Sortir son trépied, évidemment. Il y a même des personnes qui disent, le trépied c'est mieux parce que ça oblige à prendre son temps. On peut prendre son temps pour essayer de trouver la bonne composition, et je vous recommande de le faire, évidemment. Mais très souvent, on n'a pas tout son temps pour plusieurs raisons. La première, c'est que déjà la lumière change, et la lumière change très vite. Surtout si vous voulez faire des photos à l'heure dorée, à la golden hour, ou à l'heure bleue même. Ce sont des heures où la bonne lumière, celle qui va être parfaite pour votre goût, elle peut durer entre 2 minutes et 5 minutes, un petit peu plus si vous êtes en plein hiver éventuellement, mais c'est vraiment très court. Donc si vous arrivez à ce moment-là, que vous vous dites ouais, la lumière est belle, je vais commencer à sortir mon trépied, me poser, visser mes filtres, faire ma composition, la lumière est partie. Donc ça passe très vite. Et je sais pas si vous avez déjà essayé de prendre des photos d'un coucher de soleil sur la mer, au moment où le soleil est en train de se coucher, ben, je peux vous garantir que c'est speed, hein, parce que le temps de visser, de faire les réglages, etc., on n'a pas tant de temps que ça. Donc voilà, la première raison c'est la lumière. La deuxième raison c'est les nuages. Et quand on fait des photos de paysage, souvent on va essayer d'intégrer des nuages. C'est recommandé en tout cas, ça dépend de ce que vous voulez faire, mais ça donne souvent une bonne profondeur à votre photo. Et les nuages changent, les nuages bougent très vite. Et sur cette photo-là, par exemple, vous voyez les petits nuages moutonneux qu'on a au-dessus des montagnes là-bas. 2 minutes avant, ils n'étaient pas là. 2 minutes après, ils n'étaient plus là, ou en tout cas dans une autre position. Et là, ils étaient dans une position qui me plaisait particulièrement. En plus, on avait la chance d'avoir les canards sur la rivière, donc c'est encore mieux. Mais voilà, la position des nuages va changer le rendu de votre photo, voire la composition de votre photo, et surtout l'équilibre de la photo. Donc là aussi, on n'a pas énormément de temps à cause des nuages. Et la dernière raison aussi, c'est que souvent en photo de paysage, on peut être amené à tenter différentes choses. Il n'y a pas une seule façon de faire une photo de paysage. On peut essayer de faire une pose longue, on peut essayer de faire un HDR, on peut essayer de faire, comme je vous disais tout à l'heure, d'utiliser des longues focales, d'utiliser des focales courtes, de faire un format vertical, un format horizontal. Et l'air de rien, une fois que vous essayez de faire toutes ces options-là, les unes à la suite des autres, le temps de faire 2, 3, 4 photos pour faire les bons réglages, pour pas avoir de blanc cramé, etc. On se retrouve vite à passer 20 minutes, une demi-heure sur une scène. Et donc du coup, en 20 minutes, une demi-heure, beaucoup de choses à changer sur la scène. Donc c'est une des raisons pour lesquelles aussi on n'a pas tout notre temps quand on prend une photo. Alors, pourquoi parfois on peut dire qu'en photographie de paysage on a le temps? C'est quelque part les gens qui vont fortement préparer leur sortie photo, qui savent à quel endroit ils veulent aller, ou qui ont un seul objectif dans leur balade et que c'est ce panoramique où ils veulent aller faire leur photo. Ils vont partir très tôt. Ils vont arriver une demi-heure peut-être avant le bon moment. Je vous invite à aller relire l'article que Seb a écrit sur mpr.photo sur la préparation d'une sortie pour aller faire des photos de Voie lactée. Et c'est exactement ça, c'est arriver une demi-heure avant le coucher du soleil pour trouver la bonne composition, faire ses bons réglages, faire ses tests, savoir si on veut faire un HDR, si on veut faire une pose longue, etc. Et ensuite, une fois qu'on est là, on se pose et on attend que la bonne lumière arrive, on attend que les beaux nuages arrivent, etc. Et là, du coup, on a le temps. Mais parce que toute la préparation a été faite avant. Moi, je vous parle dans un contexte où on n'est pas sorti exprès pour faire une seule photo de paysage, mais au contraire, on se balade, on découvre des choses, et là, il y a un beau paysage que j'ai envie de prendre en photo. Est-ce que vraiment j'ai le temps ou pas? En réalité, on n'a pas tout à fait le temps. Et enfin, dernier mythe, j'espère pas trop me faire taper sur les doigts par mon ami Tom Migaud là-dessus, mais voilà, beaucoup de photographes disent il faut que la photo soit parfaite dès la prise de vue, ou c'est crucial, ou déontologiquement, je veux que tous les réglages et tous les paramètres soient bien réglés pour que ce soit parfait sur l'arrière de ma caméra. Il y a évidemment une question de goût, c'est-à-dire que certaines personnes vont adorer passer du temps sur l'ordinateur pour retoucher leurs photos, d'autres vont préférer passer du temps dehors à faire leurs réglages, à mettre les bons filtres, etc.
Je fais plutôt partie de la deuxième catégorie, ça me saoule un petit peu de devoir passer une demi-heure sur une photo, en retouche, je vous avoue. Mais il y a, je pense, quand même quelques éléments qui penchent quand même en faveur du... On peut faire un certain nombre de choses sur l'ordinateur derrière, qui évitent d'avoir à passer une demi-heure ou une heure pour chaque prise de vue en extérieur. La première raison pour laquelle la photo ne sera pas parfaite à l'arrière de l'appareil photo, c'est tout simplement que on va quand même en général essayer de prendre des photos en RAW pour les photos de paysage. Pour la simple et bonne raison qu'en RAW, ça nous donne des tonnes de possibilités ensuite en post-traitement, même si vous voulez pas changer grand-chose, rien que pour passer en noir et blanc, pour changer quelques contrastes, etc. Si vous voulez avoir une photo parfaite à la prise de vue, et bien à ce moment-là, shootez en JPEG, et là, je m'agenouillerai devant vous. Mais voilà, en gros, quand on shoot en RAW, le souci qu'on va avoir, c'est que le RAW, c'est un format qui est fait pour garder un maximum d'informations, et qui donc va vous faire des photos volontairement ternes, et volontairement avec peu de netteté. C'est fait exprès. Quand vous shootez en JPEG, ça vous rajoute de la saturation, ça vous rajoute de la netteté, et la photo est plus flatteuse dès le départ. En RAW, c'est pas le cas, et donc en RAW, c'est vraiment pas fait pour reproduire ce qu'on voit à l'œil, c'est juste fait pour capturer un maximum d'informations. Ma photo a été prise comme ça. Une fois que j'ai joué un petit peu avec les couleurs pour retrouver les couleurs réelles, un peu plus rouge, un peu plus saturé et un peu plus bleu dans le ciel, et également pour jouer sur les contrastes. Là par exemple on a un ciel qui est trop clair par rapport à ce que notre œil voit, et un arbre et puis des rochers qui ont des ombres trop noires dans lesquelles on ne voit pas de détails. Parce que n'oubliez, ne perdez pas de vue que votre œil et votre cerveau arrivent beaucoup mieux à lire les informations dans les ombres et dans les tons clairs sur une même scène en même temps que votre appareil photo. Donc c'est la question de la plage dynamique qui est beaucoup plus grande pour votre œil et pour votre cerveau que pour votre appareil photo. Donc si vous vous dites je veux que mon appareil photo lui tout seul arrive à reproduire ce que mon cerveau voit, c'est pas possible en réalité, et surtout dans des photos de paysage qui sont contrastées. Et donc là, une fois qu'on a fait quelques retouches, on retrouve les couleurs naturelles, on retrouve un peu de détails dans les ombres et dans les tons clairs, et là ça correspond beaucoup plus à ce que je voyais sur le terrain. Et même en utilisant un filtre dégradé à la prise de vue par exemple, je n'aurais pas retrouvé ces photos là, toutes ces couleurs là, etc. Donc il y a quand même des choses qui, je pense en tout cas, doivent être faites ensuite à la retouche. Et la dernière raison, c'est les détails. Alors là aussi, c'est un point qui peut être un petit peu critique. C'est-à-dire, dans une scène, dans une photo de paysage, il y a des choses qui peuvent paraître, une fois qu'on est sur l'ordi, parfois on le voit directement, mais qui peuvent donner l'impression de déséquilibrer la photo, ou un petit élément perturbateur, un truc sur lequel on va se focaliser, parce qu'on ne va ne voir que ça dans la photo, et qui va gêner du coup la lecture de la photo. Là, il y a plusieurs écoles. Il y a ceux qui disent non, non, on touche à rien. C'est l'école un peu photojournalisme. Il faut montrer l'image telle qu'elle était en réalité. Et puis une autre école qui va dire non, c'est un petit peu ma création. Je mets un petit peu ce que je veux. Mon école à moi est un petit peu intermédiaire, c'est-à-dire je ne suis pas pour déplacer une montagne ou remplacer un ciel. Je suis pour, encore une fois, essayer de reproduire ce que mon cerveau a vu. Et si mon cerveau s'est pas focalisé sur la poubelle qui était là-bas en arrière-plan derrière le panneau, j'ai le droit de l'enlever parce que je ne la voyais pas dans mon cerveau, ou en tout cas dans mon souvenir. Je ne l'avais pas sur ma photo, ça faisait pas partie de la scène, donc je me donne le droit de l'enlever. En revanche, un ciel, ou bien bouger des éléments, je suis moins pour. Petit exemple, cette photo-là, dans mon cerveau, je voyais la route, je voyais des beaux panneaux jaunes. Par contre, je ne voyais pas le petit panneau vert qui est juste derrière. Vous voyez le panneau qui est sur la gauche de l'image. Il y a un petit panneau vert derrière qui indique le nombre de miles sur lesquels on se trouve, et qui pour moi gâche un petit peu la photo parce qu'on perd les tons uniquement jaunes de la photo. Il y a même d'ailleurs des petits poteaux électriques là-bas derrière tout au fond que je pourrais être amené à enlever moi personnellement en post-traitement. Et pour moi, c'est une autre raison pour laquelle je conseillerais de ne pas forcément toujours avoir la photo parfaite dès la prise de vue. Voilà, c'était un petit peu mes 5 mythes que j'avais envie de casser sur la photo de paysage, avec exemple à l'appui. Donc je suis ouvert à tous vos commentaires, toutes vos questions, toutes vos remarques, toutes vos critiques, tout ce que vous voulez. En vidéo, Tom, si tu as envie. Lançons la discussion, lançons le débat. Et je me demande du coup si vous, dans les types de photos que vous faites, photos de portrait, photos de ville, photos de rue, photos d'archi, etc., est-ce qu'il y a aussi cette espèce de règles tacites que tout le monde répète et tout le monde rabâche, où vous vous dites « Non, je suis pas d'accord ». Je fais pas les choses de la même manière, donc voilà, j'aimerais bien que vous me le disiez dans les
commentaires, que vous alliez lire les commentaires, que vous réagissiez les uns par rapport aux autres, parce que je pense que c'est une discussion qui est assez intéressante. Voilà, faisons un peu bouger les lignes aussi de temps en temps, ça fait pas de mal. Et puis, moi je vais vous laisser et je vous invite, si vous voulez voir un peu plus de photos de paysages que toutes celles-là, à aller faire un petit tour sur donc, le 500px, le Flickr et l'Instagram de mon petit réflexe sur lesquels je mets toutes mes photos de paysages, entre autres, mais surtout celles-là. C'est un petit peu là-dedans que je me spécialise. Et puis, je vous invite aussi peut-être à aller faire un petit tour sur la page Facebook où justement j'ai publié toutes ces photos qui viennent du road trip qu'on s'est fait aux États-Unis, avec du coup les petites histoires de ce qu'on a fait au quotidien. Et vous avez la version écrite par Lily, qui est du coup sur le site lepetitbaroudeur.fr. Voilà, c'est tout pour moi et je vous dis à très bientôt. Ciao tout le monde.